Et cette réaction de Youssef Hindi est d'autant plus paradoxale et surprenante que le prince héritier, le vice-roi Mohammed Ben Salman, il s'est fendu un discours à la suite de la visite de Trump qui faisait écho donc au discours de Trump et qui a fait écho, c'est-à-dire le discours de Trump a fait écho un partout dans le monde musulman, en Tunisie, en Algérie, même en France, où on condamnait sévèrement le salafisme. Donc c'est dans l'optique de cette nouvelle grille, au travers de cette grille de lecture, dans l'optique de cette nouvelle politique, eh bien, il s'est demandé un discours et il a dit, noir sur blanc, mais moi je ne vais pas reprendre ces mots de façon littérale, il a dit qu'il renonçait à entre guillemets, ce salafisme et qu'il voulait revenir aux valeurs traditionnelles pré ou avant 79. Qu'est-ce qu'il entend par là? On peut expliquer sous deux angles, parce que ça paraît paradoxal. C'est d'un côté, il appelle le loyalisme, et d'un autre côté, il revendique le progressisme. Sur les pas du progressisme maghrébin, avec l'islam traditionnel maghrébin, ces trois composantes, comme j'expliquais par le passé, que sont le soufisme, le malikisme et l'acharisme. Et donc, Mohammed Ben Salman, il appelle un progressisme loyaliste. Donc il fait ce pari, qui est extrêmement périlleux. Et il y a deux éléments qui le confortent, ses propos. Donc qu'est-ce qui s'est passé avant 1919 Pascal Ménoret, dans son fameux livre L'énigme saoudienne, il pointe en avant que au début des années 70, l'Arabie saoudite avait connu une vague de libéralisation et que cette vague de libéralisation a été stoppée en 1979 avec la prise de la Mecque et avec l'invasion de l'Afghanistan, qui correspondait aussi à l'assassinat de Sadat et la crise iranienne. Donc il y a eu un retour fort au conservatisme, mais l'Arabie saoudite avait une position ambiguë entre son conservatisme à lui, qui était loyaliste, et la promotion du conservatisme, éventuellement non loyaliste, en dehors des frontières. En fait, loyaliste et non, on peut dire qu'au départ, il y en a parmi eux qui étaient loyalistes et qui ensuite ne l'étaient plus, mais en tout cas, c'est un état de fait qu'ils ont soutenu l'effort de guerre en Afghanistan, et à l'époque, ce n'était pas un tabou, et à l'époque, c'était complètement toléré, c'était même officiel. Et c'est un peu ce que nous dit Mohammed Ben Salman. Il veut allier ces paradoxes, de revenir à cette libéralisation de la société saoudienne, donc qui se transforme en progressisme, mais tout en gardant le loyalisme. Et c'est un dur pari. Donc on pourrait développer ce point, je le ferai éventuellement ultérieurement. Il restera ici deux points à évoquer, qui présuppose un petit récapitulatif d'une réflexion ou d'une analyse que j'avais faite par le passé au sujet de l'évolution de l'islam en France, avec notamment les événements post-11 septembre, où il y a eu une stigmatisation systématique de l'islam et des musulmans pour enfermer les musulmans dans un chantage et les orienter vers le réformisme musulman. Ça s'est transformé dans un premier temps, l'un de symptômes ont été les émeutes de 2005, mais la France n'en a pas démordu, donc elle est en partie responsable de cette situation actuelle. Donc d'ailleurs c'est le débat entre les sociologues, entre les utilitaristes contre les transcendantistes, c'est-à-dire que les uns mettent les événements, l'islamisation qui voient l'islamisation sous le prisme de la religiosité, les autres voient l'islamisation sous le prisme sociologique, mais en fait c'est un petit peu des deux. Donc il y a un grand débat sur la radicalisation de l'islam ou l'islamisation de la radicalité, le débat sur ce thème. Eh bien, les choses sont durcies après 2010, pour des raisons qu'on pourrait expliquer, je l'ai déjà fait, où une certaine jeunesse s'est radicalisée et ils sont investis dans l'islam violent, notamment, qui ont voyagé notamment en Syrie et ailleurs. Mais ça, c'est une conséquence de la politique française de stigmatiser l'islam.
Donc on est encore dans cette situation de stigmatisation. On voit l'émergence d'une classe moyenne musulmane, donc, qui avait été annoncée et encouragée par Jacques Attali, le messianiste, et un peu sur le modèle afro-américain aux États-Unis, ça je reviens pas dessus, euh, qui est couplé avec l'intensification de l'émigration et du métissage de la société, ça aussi j'en ai parlé. Et donc, il y a ici d'énormes enjeux qui consistent à récupérer cette classe moyenne, mais en l'orientant idéologiquement vers le réformisme, donc antiséparatisme, donc ce qui arrange Zemmour. Mais lui, il stigmatise les musulmans, mais en réalité, lorsqu'il stigmatise les musulmans, c'est qu'il les envoie dans ce cul-de-sac qu'est le réformisme. Enfin, ce cul-de-sac, c'est complètement subjectif. Hein. Et, et ce qui est intéressant, c'est que ce réformisme, il est chapeauté à tous les niveaux, et notamment par notre ami entre guillemets Rothschild, qui actuellement cherche à s'accaparer le halal. Et c'est d'ailleurs, je pense qu'actuellement les autorités françaises, elles jouent au poker mentor. Donc elles brouillent les pistes. Le Darmanin qui dit qu'il stigmatise le halal, mais en fait c'est peut-être pour éliminer les concurrents de Rothschild. Et aussi on voit des agents du système tels que Sifawi et Zineb El-Razaoui stigmatisés ou s'attaquer aux chantres du réformisme que sont Khaled Benchir et Tarek Oubrou. Mais je pense que ça aussi c'est l'enfumage, c'est un peu qu'un mentor, c'est pour justement mettre en avant ces personnalités. Et d'ailleurs, actuellement, nous assistons avec les attentats récents. Donc, est-ce que c'est un false flag ou non? Je ne sais pas, il y a beaucoup à dire sur les attentats, mais là, comme j'ai beaucoup parlé aujourd'hui, on reportera ça peut-être une autre fois. En tout cas, il y a eu la dissolution de Barak City, je pense que c'est pas anodin. Donc c'est pour ouvrir le champ au réformisme. Et d'ailleurs, le CCIF aussi en a eu pour son matricule. Et j'avais noté dans un article à l'époque, donc la propagande jette son dévolu sur le camp des origines, j'avais noté que le journaliste d'investigation indépendant Hichem Hamza, alias Panhamza, dévoile que le fameux Marwan Mohammed, très grand ami du sioniste invétéré Claude Askolovitch et ex-employé de Goldman Sachs, avait accepté pour le CCIF les donations du marchand d'armes et prédateur financier George Soros. Et le journal Le Monde rapporte que ce dernier est entré en concurrence avec l'obscur néo-rationaliste Hakim El-Karawi, donc un réformiste, qui est actuellement la cible de Sifawi, donc ce n'est pas anodin. Ex-banquier de Rothschild, donc on peut présumer que Sifawi, il roule pour Rothschild. Et auteur du rapport pour l'Institut Montaigne, pour s'accaparer le leadership de l'islam de France à vocation réformiste. Celui-ci participe activement à la fondation de l'association musulmane pour l'islam de France, AMIF, qui compte parmi ses membres des représentants aussi prestigieux que Mohamed Berjafil et Tarek Oubrou. Donc ça aussi c'est l'enfumage lorsque Zeynep El-Razaoui, dont le mari travaille pour la banque Rothschild, le mari considéré islamiste par, j'aime bien le terme islamiste ici parce que ça veut tout rien dire, c'est un fourre-tout, par le fait et document, eh bien elle s'attaque à Tarek Oubrou, mais pareil ça doit être sous la férule du camp Rothschild, donc du camp réformiste. Jean-Pierre Chevènement, qui ne cache plus ou presque ses connivences sionistes, fut nommé à la tête de la Fondation pour l'Islam de France, qui a pour mécène le sulfureux Serge Dassault, en sachant que Chevènement avait quasiment prédit l'attentat sur la personne du professeur d'histoire-géographie. Et pour revenir à Serge Dassault, il est né Serge Bloch, ce fabricant d'armes et un fricotac Israël, est détenteur du journal Le Figaro et il est investi dans le capital social de la radio Beurre FM. Donc je vais m'arrêter ici pour ce point qu'il faudrait éventuellement développer à l'avenir et je vais attaquer mon dernier point. Donc j'aimerais conclure sur ce dernier point. Concerne les attaques de Hindi à l'encontre de Zemmour et ses affabulations, donc à juste titre, il l'attaque à juste titre sur les affabulations de Zemmour, notamment pour ce qui est de Bainville, donc, dont se sert Zemmour pour justifier ses inepties. Mais ce qui est intéressant, c'est que Zemmour, donc on a dit que c'est un
sadducéen, réformiste pro-système, dominant, juif, eh bien, il s'inspire de l'historien Henri Pirenne pour justifier que les musulmans sont inassimilables. Et de son côté, Youssef Indy, qui lui, tout comme Zemmour, est un assimilationniste, donc au même titre que Zemmour, ils ont ce point commun, sauf que l'un, il est du côté du dominé, et il est musulman et progressiste, mais les deux sont des sadducéens, donc anti-pharisiens, donc anti-wahhabite et anti-séparatiste, entre guillemets. Eh bien, il dit que nulle part dans les écrits de Henri Pirenne, on ne voit cette idée qui est mise en avant par Zemmour. Mais en fait, on va dire que c'est pas tout à fait vrai, c'est pas tout à fait faux. Donc j'ai éventuellement retrouvé le patient en question. Est-ce que celui-ci, Zemmour nous le dira. En tout cas, notre historien Henri Pirenne nous dit d'où provient cette force d'attraction qui pousse les Grecs, les Syriens, les Égyptiens, dépositaires à la fois des civilisations antiques et de la civilisation chrétienne, à se rapprocher aussi rapidement que possible de la civilisation musulmane, se demande le professeur Haïdar Bamat. Et il n'est qu'une réponse à cette question, écrit Henri Pirenne, et elle est d'ordre moral. Tandis que les Germains n'ont rien à opposer au christianisme de l'Empire, donc on a vu tout à l'heure cette opposition nationalisme catholique au nationalisme païen allemand, l'un n'est pas pire que l'autre, même si l'un s'est éventuellement fondé d'exactions plus spectaculaires, mais il faut la replacer dans un contexte historique, sans forcément les minimiser, bien sûr. On pourra en reparler. En tout cas, il n'est qu'une réponse à cette question, écrit Henri Pirenne, et elle est d'ordre moral. Tandis que les Germains n'ont rien à opposer au christianisme de l'Empire, les Arabes sont exaltés par une foi nouvelle. C'est cela, et cela seul, qui les rend inassimilables. C'est certainement ce qu'a retenu Zemmour. Donc là, on voit qu'il n'est pas tout à fait faux. Car, mais en réalité, il faut replacer cette citation dans leur contexte historique, ça aussi on pourra en reparler. Car, pour le reste, donc il n'y a que sur un point, ils sont inassimilables, c'est pour leur foi, leur adhésion à leur religion. Donc là, ils ne font pas que de concessions sur leur adhésion à leur religion. Donc là, on pourrait donner un point à Hindi. Car pour le reste, ils n'ont pas plus de prévention que les Germains pour la civilisation de ceux qu'ils ont conquis. Au contraire, ils se l'assimilent avec une étonnante rapidité. Et en science, ils se mettent à l'école des Grecs, en art à celle des Perses. Ils ne demandent pas mieux, après la conquête, que de prendre comme un butin la science et l'art des infidèles. Ils les cultiveront en l'honneur d'Allah et leur prendront même leur institution dans la mesure où elles seront utiles. Donc ici, on renvoie dos à dos Zemmour et Hindi, ces deux assimilationnistes, chacun qui prêche pour sa paroisse, avec des outils différents. On pourrait penser que, et on n'a pas peur de dire, et ce ne serait pas un parti pris que de dire que bien sûr Zemmour est très sournois, il est dans la position des dominants. On va dire que la position de Hindi est la plus louable, elle est plus logique, mais elle a ses travers. Nul n'échappe à sa condition. Et on voit que là, ce serait très intéressant à développer ce thème, c'est qu'il reproche à Zemmour de refuser d'imposer aux musulmans l'assimilation à la société française, donc on va dire un réformisme pur, et auquel lui oppose une assimilation, mais pour lui, pour Hindi, elle doit être volontaire, et non pas humiliante, comme la prône Zemmour, d'une part, puisqu'il existe de façon cette assimilation, hein, les pharisiens, les séparatistes, ils sont très peu, sont marginaux. Et j'en parlais pas plus tard qu'hier soir. Et donc, non seulement une assimilation volontaire, mais en plus, qui garde, donc c'est ce qu'écrit Henri Pirenne, qui garde malgré tout les préceptes de la foi élémentaire. Et donc on voit que là, en cela, il est un progressiste et non pas un réformiste. Donc un réformiste, c'est un cran au-dessus des réformistes. C'est plus élitiste et c'est, on va dire, entre guillemets, plus rationnel et moins religieux. En sachant que, de toute façon, le progressisme est un pont vers le réformisme. On le sent dans le rang des musulmans. Donc actuellement, il y a un enjeu sur la scène médiatique et qui est de rallier les musulmans aux réformistes. Et par le passé, on l'a fait
avec des moyens plus ou moins coercitifs. Mais là, les moyens utilisés sont beaucoup plus brutaux et pour des raisons qu'on pourrait éventuellement expliquer. Voilà.